à la fin d'année. Et avec elle, la fameuse course pour optimiser ses impôts. Et là, le plan d'épargne retraite, le PR, apparaît souvent comme la solution parfaite. Mais est-ce que derrière cette belle promesse d'économie d'impôts, il n'y aurait pas quelques pièges? C'est ce qu'on va regarder ensemble. C'est la grande question que beaucoup se posent. Et pour y répondre, il faut d'abord comprendre pourquoi ce produit a autant la cote, surtout en ce moment. Soyons clairs, ce qui attire avant tout dans le PER, c'est l'avantage fiscal. La possibilité de réduire ses impôts juste avant la date limite du 31 décembre, c'est une proposition très alléchante. Pas étonnant que tout le monde en parle. Mais attention, derrière cette façade séduisante, le PR est un produit assez complexe et surtout un engagement sur des décennies. Alors avant de signer quoi que ce soit, on va décortiquer ensemble les 3 points de vigilance absolument essentiels. Allez, on commence par le premier piège, les frais. C'est souvent le détail qu'on a tendance à survoler un peu vite, et pourtant sur le long terme, ça peut littéralement grignoter une part non négligeable du capital. 5%. Ça, c'est le maximum que certains contrats peuvent prélever sur chaque versement. Il faut bien se représenter ce que ça veut dire. Sur 100 € placés, il y en a 5 qui disparaissent tout de suite, avant même que l'argent ait eu le temps de travailler un peu. Bon, heureusement, c'est un maximum. En moyenne, on est plutôt autour de 1,2% sur les fonds en euros et 1,8% sur les unités de compte. C'est déjà mieux, certes, mais ça reste un coût bien réel qui pèse sur la performance année après année. Et attention, ce n'est que le début. Parce qu'aux frais sur les versements, il faut ajouter les frais de gestion annuels, qui, eux, portent sur tout le capital. Il y a aussi les frais d'arbitrage si on veut changer de support, et parfois même des commissions de performance. Bref, la note peut vite grimper. Alors, comment s'y retrouver? Gilles Beloir, qui est directeur de placementdirect.fr, nous donne un repère tout simple. Au-delà de 2 ou 3% de frais sur les versements, ça commence à être excessif. C'est une bonne règle de base pour faire un premier tri. On passe au deuxième piège, un peu plus subtil celui-là, le dilemme fiscal. Parce que l'avantage fiscal à l'entrée, ce n'est pas forcément un cadeau, c'est un choix stratégique à faire dès le départ. Et voilà la grande nouveauté du PER par rapport à ses ancêtres, la déduction des versements n'est plus automatique. C'est une option. Par défaut, elle est activée, mais on peut tout à fait choisir d'y renoncer. Et ce choix, il change tout pour la suite. En gros, il y a 2 chemins. Le premier, on déduit les versements de son revenu imposable. Super, on paie moins d'impôts tout de suite. Le revers de la médaille, à la retraite, le capital et les gains seront fiscalisés. Deuxième chemin, on renonce à cette déduction. Aucun avantage fiscal immédiat, mais à la sortie, seules les plus-values seront taxées. C'est un vrai pari sur sa situation fiscale future. La question est donc là. Quelle est la meilleure stratégie? Mieux vaut un avantage immédiat ou préparer une sortie moins fiscalisée? Sur ce point, l'avis de Gilles Belois est assez tranché. Pour lui, si l'objectif principal n'est pas de baisser ses impôts maintenant, alors dans la plupart des cas, l'assurance vie est une meilleure option. Pourquoi? Essentiellement pour sa souplesse. Et cette fameuse souplesse, ça nous amène directement au troisième et dernier piège, qui est sans doute le plus important, le blocage de l'épargne. C'est la contrainte la plus forte du PER. La règle est simple et elle est sans appel. L'argent versé sur un PER est bloqué. On ne peut plus y toucher jusqu'à son départ à la retraite. C'est un engagement énorme. Les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut être à l'aise avec l'idée de ne pas voir son argent pendant au moins 15 ans ou voire plus. Du coup, ça exclut d'office les personnes qui auraient un projet à plus court terme ou qui voudraient garder une certaine liquidité. Bien sûr, la loi prévoit des cas exceptionnels pour récupérer son argent plus tôt. Mais attention, on parle d'accidents de la vie, de situations vraiment difficiles et imprévues. La seule vraie exception positive, qui est d'ailleurs une nouveauté importante, c'est l'achat de sa résidence principale. La conclusion est donc assez logique. Le PER ne devrait jamais être le seul et unique placement. C'est absolument essentiel de conserver une autre épargne, plus accessible pour les projets du quotidien ou les imprévus. Bon, après avoir passé en revue ces 3 grands pièges, quel est le verdict final? Le PER, c'est une bonne idée pour qui au juste? En résumé, tout se joue sur ces 3 points. Avant de se lancer, il y a une sorte de checklist mentale à faire. D'abord, éplucher les frais en détail. Ensuite, faire un choix vraiment réfléchi sur l'option fiscale. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, être absolument certain de pouvoir se passer de cet argent sur le très long terme. Finalement, la vraie question, elle est là. Est-ce que le PER sera un vrai plus pour la retraite ou est-ce que ces contraintes finiront par peser plus lourd que ses avantages? Et la réponse? Eh bien, elle est différente pour chacun. Elle dépend vraiment de la situation personnelle, des projets et de la vision à long terme de son épargne.